Salut tout le monde, bienvenue dans le TSLH podcast. Dans cet épisode, je suis avec Simon Servant qui frappe en relève ce soir, vient à la toute dernière minute sur le podcast parce que Pascal, à la dernière minute, a eu un empêchement avec son kid. Donc merci Simon d'être présent sur le podcast. Il n'y a pas de problème. Je suis le Trevor Hoffman, le Mariano Rivera. C'est moi Ouais, qui viens fermer les livres. tu t'en viens, ouais, lancer une coupe de cutter au genou, puis alright. Épisode chargé en prospect pour le TSLH podcast. Dans le fond, on avait prévu aujourd'hui parler de la liste de Bob McKenzie qui est sortie en début de semaine. Puis la semaine dernière, il y a eu la liste de la centrale qui fait régulièrement jaser. En fait, c'est pas mal deux listes qui font jaser régulièrement. On voit des tendances en ressortir quand même assez souvent. Fait qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais avant de lancer le sujet principal, Simon, il y a eu le match des top prospects, des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey. Tu as eu la chance de regarder le match, ce qui n'est pas mon cas encore malheureusement. Aujourd'hui, je me suis fait avoir sur l'application CHL, il était pas dessus. Fait Ouais. que je vais devoir attendre, mais tes impressions sur ce match-là en général? Ben écoute, moi je vais le regarder encore une autre fois. Fait que c'est vraiment juste à première vue ce que j'ai vu comme première observation. Je trouvais que c'était un match quand même bon. Euh, J'aurais aimé peut-être un petit peu plus d'intensité dans un peu physique peut-être, mais sinon, côté jeu, c'était bien. Il y a des joueurs qui ont ressorti du lot. Je parlais sur Twitter de Green Tree, Seneca. J'ai bien aimé Catton. J'ai bien aimé Boilard, évidemment, qui a été bon. En défensive, Roberts aussi. Fait que je pense que c'est un genre de match qui peut-être certains joueurs ils ont gagné des points ou peut-être stabilisé un peu certains rangs. Tu sais, je pense à un gars comme Boilard, peut-être qu'on l'avait un peu plus en deuxième ronde. Là, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il va monter en première ronde, mais ce genre de performance-là, ça fait juste te mettre dans le cahier de notes un peu. Tu sais, les gens qui l'ont un peu moins vu, ils vont peut-être dire ah, ben tabarouette, je vais aller le surveiller, puis voir s'il y a moyen de le rentrer un peu plus haut. Puis... Fait que je pense que ça a été. Tu sais, il y a des joueurs qui ont ressorti, mais ce match-là a pris une tangente un petit peu dans les dernières années où est-ce que c'est un peu moins haut pointage. Dans le temps de Cherry puis Orr, c'était un peu plus de buts, puis c'était un petit peu plus physique, puis tout ça, ça jetait les gants. Là, les gars, ils veulent se montrer un peu, mais ils veulent faire attention aussi. Parce que bon, tu veux pas non plus te blesser, ça, ta saison à jouer puis tout ça, fait que ça serait un peu dommage. Puis évidemment, tu sais, il y a des joueurs qui n'étaient pas là, dont Lindstrom en particulier, qu'on aurait probablement aimé voir, qui malheureusement n'était pas là. Euh, Lui, c'en est un, peut-être qui aurait justement confirmé le fameux rang là, où est-ce qu'il est situé en ce moment, le range. Mais ouais, ça a été un bon match. C'est ça, je vais le regarder encore, puis tu vas avoir la chance de le voir aussi. Fait que Higgin là aussi, bah, tu sais, je passe à côté, mais Higgin là, ça a été un des très solides joueurs aussi du match. Fait que non, non, je pense dans l'ensemble, ça donne un bel étendu, un bel aperçu de certains joueurs. On va voir si le hype va monter sur certains gars. C'est un sujet qui a fait quand même jaser avant le match. Tu sais, on parle de Raoul Boilard qui a laissé une belle carte de visite aux recruteurs pour ce match-là. Euh, Justin Poirier qui a été, si on veut, boudé à deux reprises. Il y a eu des blessures qui sont rentrées à la dernière minute. Et puis, on a fait signe à Alex Blais de la LHJMQ. On est allé donner une invitation à Nathan Villeneuve également, qui joue dans la OHL par contre, et non en LHJMQ. Justin Poirier, comment on peut expliquer ce- le fait qu'il a été mis de côté un peu à ce match-là, si on veut? Euh, c'est un peu dur pour moi d'expliquer ça quand on parle de meilleur espoir, entre guillemets, parce que, tu sais, Poirier, c'est sûr que c'est un tireur, c'est un marqueur, mais puis il n'est pas super gros non plus, mais
je pense que c'est le genre de match où justement, ça serait plaisant de le. En tout cas, moi, si j'étais un recruteur, un directeur général, c'est un joueur que j'aurais aimé vérifier parce que justement, tu sais, es-tu capable de ressortir dans cette compétition-là? C'est un match qui lui donne l'occasion de se faire valoir un peu contre d'autres bons joueurs de la Ligue canadienne. Tu sais, le Dracor en ce moment, c'est l'équipe de l'heure dans la Ligue. Là. Fait que c'est sûr qu'il passe à travers bien du monde, puis c'est facile. Là. Fait que tu sais, juste de le voir un petit peu changement de scène, puis Boilard, lui, c'est ça. C'est justement, on disait que le Dracor, ça allait bien, puis Boilard faisait partie des succès. Là, on l'a isolé un peu, on l'a mis avec d'autres bons joueurs, mais il a réussi à ressortir aussi. Fait que, tu sais, Poirier, ça aurait peut-être été ça. J'ai de la misère un peu à m'expliquer quand que tu C'est un gars décides de qui, choisir. c'est un gars qui a fait partie du Linka pareil. Tu sais, il est dans Exact. la structure, Exact. si on veut, de Team Canada. Même si Team Canada a pas a aucun droit de parole sur ce match-là, là. C'est les recruteurs de la centrale qui font les invitations, mais Ouais. ça reste un peu décevant pareil pour ce joueur-là. Là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, veut pas, il y a quand même une solide saison aussi. Là. Fait que, tu sais, c'est un peu particulier de voir ce gars-là, il est snobé. Puis, tu sais, j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est arrivé quelques fois, il me semble, dans les dernières années, qu'il y a des joueurs de la LHJMQ qui ont été laissés pour ce match-là. Là, je veux pas dire de niaiserie, mais il me semble qu'il y avait eu un espoir il y a pas si longtemps qui avait été laissé de C'est côté pour Jordan la Dumais. Exactement, ok, c'est ça. Jordan Dumais qui était dans les meilleurs marqueurs de la CHL, pas juste de la LHJMQ, mais de la CHL, qui a pas été invité, puis à la suite de cette non-invitation-là, est allé dire que si c'était des vrais recruteurs, il travaillerait pour des vraies Exact. équipes. Exact. C'est ça. Puis il y avait pas tort non plus dans un sens, mais sauf que c'est ça. Donc, c'était lui que j'avais en tête, mais je voulais pas me lancer là-dedans. Mais c'est ça. Donc, j'ai l'impression que ça fait un. Tu sais, là, je veux pas partir dans le snobisme là, du Québec, là, puis la JMQ, mais j'ai de la misère. J'ai de la misère à comprendre pourquoi ce gars-là, il a pas été amené. Est-ce qu'on trouve qu'il est petit? Est-ce qu'on trouve que justement c'est un gars qui va être un choix peut-être de cinquième, sixième, septième ronde, puis on se dit ben on aime mieux voir d'autres gars qui sont peut-être sujets à monter. Je sais pas, mais Ben, c'est un match des meilleurs j'ai espoirs. Fait qu'amène tes meilleurs espoirs. Tu sais. C'est un peu la philosophie que j'ai. Là. de la misère à acheter l'argument du tu sais, on brainstorm pour essayer de comprendre, mais je pense qu'on le saura jamais vraiment. Tu sais, j'ai un peu de misère à comprendre l'argument de ah ben tu sais, on le projette peut-être en cinquième ronde, on l'invitera pas. Tu sais, Matteo Mann a été invité l'année passée, il a été repêché en septième ronde. Jordan Tourigny a été invité, il a pas été repêché. Tu sais, à un moment donné, Matteo Mann, c'était un gros gaillard. Là. Fait que ouais. les scouts, ils voulaient voir s'il y avait de la substance là avec ça. Mais non, mais c'est ça. Tu sais, comme tu dis, on brainstorm parce que pour nous, ça semble un peu évident qu'on l'aurait invité, mais c'est ça. Tu sais, les recruteurs de la Ligue, ben, les recruteurs en général, ils ont décidé que non. C'est ça faire. On parlait de. Ben, en fait, tu soulignais le fait que c'est un match des meilleurs espoirs. Donc, on veut voir les meilleurs espoirs. Je pense que ça le dit dans le titre, ça va de soi. Là. Il y a une nouvelle qui est sortie ce matin, surtout sur le hockey. J'ai écrit un texte à propos de ça. Euh, Match des meilleurs espoirs, Kubota, c'est possiblement terminé. Là. Je ne sais pas si c'est au stade de rumeur ou si c'est vraiment une nouvelle officielle, mais Jeff Marek rapporte que c'était pas mal la dernière édition de cette formule-là, en fait, pour la CHL. On observe la possibilité de faire des matchs, on parle de 2 matchs, Canada-États-Unis, impliquant les meilleurs espoirs. Parce qu'il faut rappeler aussi aux gens qui écoutent, il y a un match des meilleurs espoirs, un peu comme le Kubota Top Prospect aux États-Unis, qui est cette année c'était le Chipotle All-American, qui est un match des meilleurs espoirs. La majorité des joueurs, c'est du programme national, mais il y a les meilleurs joueurs de la USHL également. Exact. Exact. Qui disputent un match un contre l'autre. Un peu à la sauce de la CHL. Maintenant, on voudrait jumeler ces deux événements-là pour faire 2 matchs.
une bonne façon de faire, une bonne idée selon toi? Moi, j'aime ça personnellement. Je trouve que ça rajouterait peut-être un petit niveau de compétition de plus, entre guillemets. Tu sais, pas que les gars qui sont dans le match des meilleurs espoirs de la CHL, ils sont pas compétitifs, puis tout ça. Mais tu sais, mettons, quand tu joues, mettons, moi, je suis un gars qui joue pour les Wheat Kings de Brandon, puis là, j'ai l'autre bord, j'ai un de mes buddies qui joue pour les Wheat Kings de Brandon. Tu sais, c'est sûr, veux pas tu vas vouloir être compétitif, mais en même temps, c'est ton coéquipier. Fait que t'en mets un petit peu moins. Alors que là, ça va être la CHL, entre guillemets, contre probablement tous ces espoirs-là de la USHL du programme. Il y a des Canadiens là-dedans. Il y a pas juste des Canadiens, mais c'est pas juste des Américains là-dedans. Là. Sacha Boisvert, d'ailleurs, a fait partie du All-American. Matvei Gridin, même chose. Fait c'est vraiment dans la région des États-Unis, mais c'est pas juste des Américains. Un peu comme la Gel, la même chose. Mateko, hier, c'est un laiton. Là. Ben, ouais, c'est ça. C'était hier le match. J'étais déjà, on dirait que ça faisait 2 jours, mais non, c'était ça, c'était hier. Puis pour vrai, euh, moi j'aime ça. J'aime le niveau de compétition. Puis je trouve que ça remplacerait peut-être un petit peu la fameuse série Subway, Russie-Canada, qu'on a pu maintenant. Là. Ça serait peut-être une façon d'amener ça puis de rendre ça un petit peu plus compétitif. La chose, moi, que je me demande, c'est 2 matchs, moi, j'ai pas de problème avec ça. Où les mettre, par exemple? Est-ce qu'on les garde dans la même case en ce moment? Tu sais, le All-American Game, je pense que c'était lundi. Ensuite de ça, bon, le mercredi, tu avais le CHL. C'était mardi, le All-American, puis hier, c'était le match de la CHL. Enfin, si on est pour garder cette même formule-là, puis y aller des matchs dos à dos, là, comme Claude Julien disait, là, ben, allons-y. Allons-y comme ça dans ce cas-là, au mois de janvier. Prenons une période de 4-5 jours, faisons les tests comme ils ont fait la CHL, tout ça. Rendons ça public, puis rendons ça aussi accessible pour les gens. Qu'ils puissent regarder, qu'ils puissent vérifier qu'ils fassent au pire de tout, qu'ils pourraient faire même un concours d'habileté s'ils veulent. Tu sais, genre, mettre ça 3 jours de temps, mettez la première journée un concours d'habileté, mettez 2 matchs de meilleurs espoirs, un vrai showcase un peu d'espoir, puis allons-y comme ça. La seule question, moi, que je me pose là-dedans, c'est est-ce qu'on va encore une fois donner on va aller chercher des joueurs que certains recruteurs veulent plus voir au détriment de peut-être les meilleurs espoirs en tant que tels. C'est ça qui m'inquiète peut-être un peu. Puis veut pas, pour nous, c'est moins de joueurs à surveiller aussi. C'est que moi, le All-American Game, puis tu vas le regarder ou tu l'as peut-être déjà regardé, mais All-American Game, tu as 20 gars de chaque bord, plus la CHL, tu as 20 gars de chaque bord. Enfin, tu as pas mal de joueurs. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 20-22 joueurs, puis on va en prendre 20-22 autres l'autre bord, puis tu vas perdre la moitié. Donc, pour nous, ça va être tout aussi le fun, juste qu'on va perdre un petit peu de visionnement. Ben, ça a du bon, moi je pense. Ben, oui, ça a du moins bon pour les visionnements, mais tu sais, on s'entend qu'on est capable de combler ailleurs. Là. Ça, y a pas vraiment de trouble, mais puis tu sais, moi personnellement, ce match-là, je base pas vraiment d'analyse dessus. Là. C'est vraiment un match bonbon que je rajoute à mes visionnements et tout, mais je trouve que ça a du bon justement qu'on soit avec 2 formations de chaque bord à 20, 23, peut-être 25 joueurs, tu sais, puis tu fais peut-être une rotation vu qu'il y a 2 matchs. Parce que là, tu regardes à 40 matchs dans l'équipe de la CHL, dans les 2 équipes de la CHL. Si on regarde l'an dernier, puis c'est ça que je soulevais dans mon texte ce matin, sur 40 gars, t'en as 17 qui ont été repêchés en dehors de la 2e ronde, t'en as 3 là-dedans qui n'ont pas été repêchés du tout. Fait on a-tu vraiment les meilleurs espoirs de la CHL dans ce match-là? Le produit il est dilué beaucoup. Quand tu vas chercher 40 joueurs, puis il faut absolument que tu ailles dans chaque ligue également. Ça, je respecte ça, c'est correct, mais c'est-tu vraiment un match des meilleurs joueurs? Moi, je pense pas, là, honnêtement. Là. Tandis que si tu fais des équipes de 20-25 joueurs, ben là, ça te permet d'avoir les meilleurs joueurs de la CHL, les meilleurs joueurs évoluant aux États-Unis, puis c'est la crème de la crème qui va s'affronter, tu sais. Puis longtemps, on s'est demandé le programme américain de développement dans la CHL, qu'est-ce que ça donnerait?
ça serait un bon moment de pouvoir justement comparer ces éléments-là dans un match. Tu sais. Mais en même temps aussi, si je me mets du point de vue du programme américain, qui joue ensemble toute l'année, qui se développe ensemble, là, pour ce match-là, visiblement, il y en a qui ne devraient pas être là. Fait que je sais pas pour eux, puis encore une fois, ça veut probablement rien dire, mais est-ce que pour eux, c'est un petit pas de recul, entre guillemets, pas un pas de recul, mais c'est peut-être juste un petit stop pour voir leur progression jusqu'au U18 qui s'en vient. Là, c'est que là, il y a des gars du programme qui vont probablement être laissés de côté parce qu'ils vont rentrer des gars de la USHL là-dedans. Puis, fait que c'est ça. Encore une fois, je pense pas que c'est grand-chose, ça dérange beaucoup, mais j'essaie de me questionner d'un bord puis de l'autre. Est-ce qu'il y a des petits points négatifs aussi à ce genre de match-là entre les deux équipes? Là? Ah, c'est clair. J'ai hâte de voir quelle va être la formule. Tu sais, on va-tu faire un match diffusé ou tenu aux États-Unis, puis après ça, un match au Canada, tu sais, pour garder ça proche des lignes, pour que ça ait pas trop d'implications non plus au niveau Ouais. monétaire. Tu sais, c'est tous des détails qu'on risque de savoir dans les prochains mois, là, dans le fond, jusqu'à l'année prochaine. Mais non, moi, je suis assez enthousiaste par rapport à cette façon de faire-là. Tu sais, je pense que quand tu veux appeler ça un match des meilleurs espoirs, tu te dois d'avoir les meilleurs espoirs. Et non, tu sais, je comprends, il y a des blessures, puis Ouais. tu sais, tu te rappelles des joueurs que ça se peut qu'ils seront même pas repêchés, tu sais, mais pour eux, c'est le fun parce que c'est une chance de plus. Tu sais, il y a ça aussi, par exemple, tu sais, quand on pense du côté des joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui n'auraient pas cette occasion-là de se prouver devant des scouts. T'sais, je pousse ça à la limite, un gars comme Raoul Boilard aurait-tu été invité dans un match comme ça? Moi, je pense que oui, mais s'il est fringe à être invité, puis que finalement, on se dit, ah, on l'invitera pas, on va en préférer un autre, là, c'est une occasion de moins pour lui de se montrer devant les scouts. Fait que c'est sûr que ça a des impacts pour ça. Là. Exact. Ben, tu sais, c'est ça. Je pense, y a-t-il une formule parfaite où tout le monde va être satisfait? Tu sais, je sais pas. On peut l'essayer. Ils peuvent l'essayer, tu sais, tant qu'à ça, puis voir. Au pire, tu t'ajustes après, puis c'est correct. Tu sais. Exact. Alright, Simon, les listes, les fameuses listes. Moi, je suis pas quelqu'un qui va commenter ni ben, tu sais, en fait, c'est très rare que je commente les listes des autres là, honnêtement. Tu sais, j'ai confiance au travail qu'on fait au TSLH Espoir. Fait que j'ai confiance au contenu qu'on sort, puis je respecte plusieurs organes de scouting dans le milieu si on veut. Fait que oui, il y a des listes qui sont plus importante à mes yeux, mais du même côté, ça influence jamais en fait mes listes. Mais ça reste que la liste de Bob McKenzie puis la liste de la centrale, c'est quand même deux points, pas de référence, mais c'est quand même deux listes importantes là, qui sortent pendant la saison. Euh, on va commencer tout d'abord avec la liste de Bob McKenzie. Je rappelle aux gens qui nous écoutent, la liste de Bob McKenzie, c'est en fait un sondage auprès d'une dizaine de recruteurs à peu près pour dresser une liste en fonction des sondages et tout ça. Fait que c'est pour ça que souvent cette liste-là, quand on arrive au repêchage, est quand même assez précise. L'année passée, j'ai fait l'exercice après le draft. C'est pas aussi précis qu'on pourrait le penser, là, honnêtement. Là. Quand on regarde par après, il y a plusieurs divergences et tout. Puis c'est totalement normal parce que je pense que tu mets 10 recruteurs dans la même pièce, puis tu mets des gars qui sont pas recruteurs mais qui font leur devoir puis qui regardent du hockey, puis des désaccords et des accords, il va en avoir. Fait que tu sais, au jour du repêchage, tout peut arriver. Il y a une équipe qui peut avoir un joueur sur une liste vraiment plus haut puis il décide d'y aller avec celui-là, tandis que sur la liste à Bob McKenzie, il était classé 40e. T'sais. Ça peut toujours arriver. Puis, mais c'est ça, c'est souvent une liste qui est un peu une référence pour les amateurs de prospect puis de scouting. Fait qu'on va revenir un petit peu sur certaines tendances, certaines choses qui ont ressorti un peu de la liste sans nécessairement passer rang par rang. Je commencerai, Simon, par Anton Silayev.
deuxième sur la liste de Bob McKenzie. Moi, Ouais. personnellement, ça m'a pas surpris parce que je comprends que ce package-là intéresse les recruteurs, mais est-ce que c'est le meilleur défenseur qui est classé dans la liste à Bob, deuxième également devant plusieurs autres joueurs. Est-ce que toi, de ton côté, ça a été une petite surprise quand même de voir Silayev deuxième? Pas une surprise en tant que telle. Il y a même un recruteur qui l'a en considération pour le premier en plus, hein, Silayev, là. Fait que OK. ça fesse dans le dash aussi, là. Mais tout ça pour dire que moi, Silayev, moi non plus, je pense que je suis pas surpris de le voir deuxième. Tu sais, ça tombe bien parce que j'ai justement fait une vidéo d'observation sur lui. On a regardé 3 matchs, puis tu sais, tu vois que le jeune, il est solide, là. C'est un bon défenseur, puis il est bon dans sa zone, puis je comprends où est-ce que les directeurs généraux puis les recruteurs, ils s'en vont avec ça. Tu regardes ce gars-là, puis là, tu dis... Puis là, la comparaison que je faisais dans la vidéo, c'était ça peut être un Edman, puis là, c'est justement la comparaison qui est ressortie un peu aussi dernièrement. Tu sais, moi, ce qui me dérange le plus de Silayev, c'est l'attaque. Je trouve qu'il manque ce punch offensif-là. Mais sauf si ça devient un shutdown, un très bon shutdown sur ta première ligne, c'est sûr qu'il y a de la valeur là-dedans. Puis je suis pas surpris de voir ce moule-là de défenseur monter comme ça au deuxième rang. Même si c'est ça, nous, personnellement, ben, en tout cas, moi, je sais que je l'ai pas dans mon top 10, là. Je sais que vous autres, pendant le prélim non plus, vous ne l'aviez pas dans le top 10, mais les choses ont bougé depuis ce temps-là. Puis moi, il a monté un peu dans ma liste aussi. Puis je pense qu'on voit qu'il y a les qualités qui viennent avec. Mais c'est ça. Je sais pas à quel point moi je serais prêt à me commettre pour le deuxième rang. En fait, je sais que je me commettrais pas pour le deuxième rang, mais mettons, il y avait des débats, là, puis là, je fais partie d'une équipe. Je pourrais un peu comprendre pourquoi mon recruteur en Russie, mettons, il capote sur lui, là. Parce qu'en le voyant, tu vois qu'il y a quelque chose à développer quand même avec ce joueur, avec ce défenseur-là. Ah, c'est clair. Puis tu sais, j'ai l'impression que des fois, on est peut-être sévère envers les erreurs aussi de certains joueurs. Tu sais, Silayev, c'était ça, moi, au début de l'année. J'étais peut-être sévère, tu sais, Ouais. tout comme avec Zane Parek. Mais tu sais, à un moment donné, dans ma deuxième batch de visionnement, tu sais, on en reparlera là, de Cole Eiserman, mais tu sais, je me suis rendu compte qu'on tapait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur son jeu défensif. Puis ça m'a un peu tanné, mais je me rendais compte que j'étais peut-être un peu sévère aussi avec Zane Parek. Fait que si je suis capable d'accepter les lacunes défensives de Cole Eiserman, parce qu'il y a un talent élite ailleurs qui est en offensive puis avec son tir, ben, faut quand même que je sois conséquent dans mes autres espoirs aussi. Fait que, tu sais, Zane Parek, j'ai tempéré un petit peu ma dépréciation, disons, de son profil à cause de ses lacunes. C'est la même chose pour Silayev. Tu sais, les derniers matchs que j'ai trouvés, que j'ai regardés, je l'ai trouvé agressif. C'est sûr qu'il y a encore des crampes au cerveau, là. Ça, Ouais, c'est certain. ça arrive. Mais tu sais, la liste de Bob étant presque un mock draft, je dirais pas que c'est un mock draft, mais presque. Mais tu sais, depuis le début de la saison, on dit Anton Silayev dans un mock draft, il est top 5 assurément. Tu sais, fait rendu là dans une liste, ça se peut que ce soit différent parce que un recruteur peut apprécier ses qualités, puis il y en a beaucoup, là, tu sais, juste son gabarit puis sa mobilité. Déjà en partant, c'est un projet super intéressant. Ouais. Mais il y en a qui vont peut-être plus être sévères envers ses lacunes, qui a quand même, c'est assez flagrant, ses lacunes. Fait que c'est ça, ça peut varier, mais non, moi, j'étais pas surpris de son rang au deuxième, là, pantoute, là. Puis ça, c'est. Tu sais, veux pas, c'est ça le scouting, là. Tu sais, on dit Ouais, scouting in exact. a nutshell, là, c'est ça, là. C'est que Exact. moi, si Laïev, je le regarde, puis je me dis, ouais, tu sais, défensivement, il est excellent, mais je sais pas comment il peut m'en donner en attaque. Puis il y a quelqu'un d'autre qui va le regarder, il va dire, ben, en plus d'être excellent en défensive, moi, je vois du potentiel offensif à gratter. Puis après, tu sais, c'est ça. Après, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, tu sais? Moi, je peux pas m'obstiner avec toi si
si tu vois certaines choses. Je peux exprimer mon désaccord. Tu sais, mettons, moi, je dis, toi, tu vois quelque chose, puis moi, je suis moins d'accord. C'est bien correct, mais tu sais, je peux pas commencer à te taper ses doigts si la Yèvre troisième. Tu sais. Moi, je suis pas d'accord, mais tu as le droit de faire ta liste aussi. C'est simple de même. Fait que ça, c'est le même pour tous les joueurs. Puis il y en a beaucoup cette année. C'est ça qui est le fun. C'est que t'as beaucoup de gars que moi je peux avoir, mettons, 15e, puis quelqu'un peut avoir 40e. Puis en même temps, ben, c'est ça. Il y a une manière, il y a une matière à débat, mais en même temps, on regarde ce qu'on regarde. Fait que tu le sais pas. Oh, j'avais Ouais, fermé mon micro. un Désolé. grand même toi. Hey, je suis deux en deux, hein. C'est le deuxième épisode que mon micro il demeure fermé, mais c'est parce que j'écris comme les sous-titres en même temps. Sur YouTube, on a des auditeurs qui nous ont signalé que tu sais, ce serait le fun de mettre des petits sous-titres pour voir tu sais, l'épisode est rendu où puis suivre tout. Fait que là, j'essaie de les rentrer en même temps, mais ça fait deux épisodes que j'oublie mon micro. Mais les sous-titres sont là. Euh, Cole Eiserman, Simon, tu l'as premier sur ta liste préliminaire. C'est pas une cachette. Les gens qui nous écoutent assidûment le savent. On a été vocal quand même beaucoup dans les dernières semaines au sujet de Cole Eiserman qui subissait une glisse digne du village Vacances Valcartier. Ouais. Parfois, on le voyait au huitième rang dans certaines listes. Puis encore là, je suis personne pour juger des rangs, mais je peux assurément juger de l'argumentaire qui vient avec. Et parfois, il y en avait que très peu. Fait que c'est ça qui nous Ben, tannait c'est un les peu. mêmes. C'était toujours les mêmes Ouais, c'est ça. affaires. C'est Il y a ça. quelqu'un qui a sorti Mais une affaire à un moment donné, puis tout le monde a ressorti ça. ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est ça. Moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, puis tu sais, je prends la balle au bon un petit peu, mais tu sais, Cole Eiserman qui est descendu par du monde qui critique son jeu défensif. Puis honnêtement, les lacunes de Cole Eiserman qui étaient critiquées, moi je les voyais aussi. Là. Fait que tu sais, je suis d'accord qu'ils sont là, ces lacunes. C'est rendu là, c'est à quel point c'est une course de le descendre le plus bas. Mais d'un autre côté, souvent c'était les mêmes personnes qui mettaient Andrew Crystal top 5. Là, fait que j'ai un peu de Ça, misère là, avec c'est la simple de même. conséquence de tout. Là. C'est parce que c'est Mais pas les mêmes c'est joueurs. C'est pas ouais, les c'est ça. mêmes joueurs. Ça. Non, non, c'est ça. Mais, Mais bref, Bob McKenzie qui met Cole Eiserman quatrième, puis la même journée, le matin en fait de la sortie de Bob McKenzie, euh, Hockey Prospect, qui est un organe de scouting que je respecte beaucoup, avait placé Cole Eiserman quatrième également. Je crois qu'au prélim, il l'avait sixième. Fait ouais, que en petite hausse. hausse, C'est quand même petite weird, hein? hausse pour Cole Eiserman. Cole Eiserman, là, j'imagine que le balancier va revenir, puis là, on va pouvoir enfin respirer, Simon. Là. Tu sais, moi, German, pour vrai, je suis rendu à un point où est-ce que je pense que je vais plus rien dire de toute l'année sur Iserman parce que je suis comme. Je suis un peu tanné de dire que on déprécie. Tu sais, le jeu défensif, là, hey, moi, là, je suis le premier à apprécier le jeu défensif puis à apprécier l'effort soutenu dans la zone puis les attaquants qui backcheck, qui sont solides en soutien. Puis, hey, j'ai aucun problème avec ça, mais tu peux pas demander ça à tous les joueurs. Tu peux pas demander mettons, tu peux lui demander. Je dis pas qu'il peut pas le faire, mais tu peux pas demander à Ovechkin d'être le premier gars qui se replie puis qui aille en soutien puis tout ça. Tu peux, encore une fois, tu peux y demander, mais ce gars-là, il est payé pour marquer des buts. Puis Eiserman, c'est ça qu'il va être payé. Il va être payé pour faire ça. Il va être payé pour empoter 50. Il va être payé pour empoter 60 peut-être. On ne sait pas. C'est lui qui va finir les jeux de tout le monde, probablement. Puis, est-ce qu'il doit améliorer son engagement et son jeu défensif? Ben, c'est sûr, mais sauf que tu regardes à peu près tous les espoirs du repêchage cette année, ils doivent tout améliorer ça. Toute la gang doit améliorer ce jeu défensif-là. C'est des jeunes juniors. C'est simple. Là. Tu sais, des gars qui sont matures défensivement à 18 19 ans, il n'y en a pas beaucoup. À 17 18 ans, là, il n'y en a
pas beaucoup. Tu sais, il y en a, tu vas en voir à toutes les années, mais encore une fois, c'est quoi la valeur de qu'est-ce qu'ils peuvent t'amener? Tu sais, Owen Beck, il est excellent défensivement. Va-tu scorer 50 buts? Va-tu marquer 80 points? Non, son rôle, c'est, oui, tu es très bon défensivement, mais son rôle prévu qu'on attend de lui, ça va être un gars troisième trio, peut-être quatrième trio. Tu sais, c'est ça, c'est qu'il faut que tu donnes la valeur aux personnes. Tu sais, tu peux pas dire, ah ben là, je veux que ce gars-là, il soit bon défensivement. OK, excellent. Sauf que là, tu déprécies le fait que c'est un finisher hors pair qui marque de toutes les façons, qui a une intelligence offensive qui fait en sorte que il est bien positionné, il finit ses actions au filet, il est sneaky, il s'en va chercher des rondelles. Tu sais, ça, c'est des choses qui ne s'apprennent pas non plus. Tu sais, être bon défensivement, là, puis se faire donner un petit coup de pied dans le derrière pour être intense, là, ça peut s'apprendre un petit peu. Là. Tu sais, bien coaché, là, tu peux t'en tirer. Là. Surtout quand tu as 18 ans. Là. Tu sais, mettons, quand tu es rendu à 25, OK. Là. C'est que là, moi, j'ai l'impression avec Iserman, puis j'ai pas de problème avec les gens qui disent qu'ils doivent. Qui doit s'améliorer défensivement et tout ça. Mais là, moi, ce que j'entends de Iserman en ce moment, là, c'est que là, c'est un futur Arthur Kaliev. Là. Puis là, je suis comme tabarouette, OK. Ça, on a tout ce que j'entends de ces personnes-là, là, c'est ça. Là. C'est que là, ben, c'est un gars qui va marquer peut-être 25 buts, il va se pogner le bang, puis hey, tabarouette, là, il y a quand même une marge, là, tu sais. Je te dis pas qu'Iserman, tu sais, peut-être qu'Iserman, il va flopper, puis il va finir ses saisons avec 15 buts, là. Mais en tout cas, c'est pas le profil qu'on a en ce moment. Puis, en tout cas, moi, c'est pas le profil que j'ai. Fait, rendu là, tu sais, de le dropper 20e, pour quelle raison? Mettons niaise, là, mais mettons, là, il y en a qui l'ont droppé hors du top 10, là, parce que c'était déjà annoncé, là. On le voyait, là, dans les tendances, là, qu'il y en a qui allaient le dropper en bas de leur top 10. Ben, OK, mais, tu sais, à un moment donné, je me demande si c'est juste le but de faire jaser puis de montrer que là, je suis donc à l'avant-garde là, d'avoir Iserman 12e ou avoir Iserman 15e. Ça change quoi de plus? T'sais, les équipes de la Ligue nationale, ils ne viendront pas aller te chercher parce que tu as Iserman 12e. Là. C'est ta liste, c'est bien correct, mais fais-la honnêtement, au pire. Là, moi, c'est un peu ce qui me dérange, c'est un peu ce que je juge, moi, là-dedans. C'est les motifs derrière la liste. T'sais. C'est juste ça. Ouais. Il y a une bonne question sur notre Patreon, là, Emma, qui nous demande est-ce que le jeu défensif d'Iserman pour un potentiel marqueur de 50 buts est si mauvais pour avoir glissé au 8e rang de la liste de la centrale de la Ligue nationale? Tu sais, oui, c'est pas le joueur le plus impliqué. Là. Honnêtement, il est très souvent spectateur dans sa zone. Mais tu sais, moi, ce qui me dérange, c'est que, tu l'as dit tantôt, le jeu défensif, c'est quelque chose que tu peux apprendre à un joueur plus tard. Le talent de marquer des buts comme il le fait, ça s'apprend pas. Fait qu'est-ce que ça mérite de descendre 8e? Moi, ma réponse serait non. Visiblement, les recruteurs de la centrale ne sont pas d'accord avec ça, mais ça, je respecte ça. Mais tu sais, quand on regarde ouais, mais tu sais, quand on regarde l'année passée, là, l'année passée, tu as un Nate Danielson qui est sorti au 9e rang du repêchage 2023. C'est un excellent joueur sur 200 pieds, très bon défensivement. Il est pas proche d'avoir, ben tu sais, c'est un très bon joueur offensif aussi, mais pas proche d'avoir le talent offensif d'un Cole Iserman. Fait que tu sais, si tu si, tu sais, je veux dire, ok, Danielson, il est vraiment bon défensivement. Il a sorti 9e dans un repêchage plus fort que ce qu'il y a cette année. Tu sais, en quoi Iserman pourrait éventuellement sortir 8e, moi, ça me rentre pas dans la tête du tout, là, tu sais. Mais, tu sais, juste, mettons, après le matin que la liste a sorti, le soir, Cole Iserman jouait un match, très gros match, impliqué, vol long des rampes, marque des buts également, fait d'excellentes passes aussi. Des très bons jeux de playmaker. Là. C'est plus qu'un sniper là, au final. Là, Cole Iserman, on l'a répété dans le podcast. Mais tu sais, à un moment donné, là, je comprends que défensivement, il est pas actif, puis en zone neutre, il exécute pas les transitions de façon intense. C'est un ailier. Tu sais, c'est pas un défenseur que sa job initialement serait de défendre.
Puis c'est pas un joueur de centre que faut qu'il aille donner du puck support en arrière du filet, qu'il soit présent dans l'enclave pour contrer le joueur. Non, non, là, Yzerman, la job que tu as montré, là, c'est de couvrir la pointe à la défense, puis de couvrir les lignes de passe. Là. C'est pas un gros chantier de construction que tu as à faire avec ça, là, défensivement, je trouve, personnellement. Pour vrai, moi, je suis un allié gauche dans la vie, là, puis à l'aile, là, puis tu sais, je me compare pas dans la Ligue nationale à rien, là, mais tu sais, à l'aile gauche, à moins que tu aies un système, même affaire avec l'aile droite, là, mais à moins que tu aies un système prédéterminé où est-ce que tu deviens un peu la façon dont tu veux amener les équipes adverses, là, genre de left-wing lock, là, comme dans le temps avec les Red Wings, là. Si ton jeu défensif, c'est le même style de jeu défensif que d'habitude, là, où est-ce que là, tu vas avoir tu les amènes, ton 1-3-1, là, puis là, tu amènes les gars, puis là, tu t'amènes du puck support avec ton centre, tout ça. Ton ailier, là, tout ce qu'il a à faire, ben, en fait, c'est pas tout ce qu'il a à faire, genre, on veut pas déprécier le fait qu'il peut pas aider défensivement. C'est sûr qu'il peut aider, mais qu'est-ce qu'on va lui demander de faire? On va lui demander bloc des tirs, surveille ta pointe, bloc des tirs. On va lui demander d'avoir le bâton rapide, d'avoir le bâton là, pour, comme tu dis, couper les lignes de passe, pour avoir les bâtons pour vraiment donner du trouble pour les passes de FADEF, les passes pour un défenseur qui veut essayer de trouver l'enclave. Tu vas lui demander de gagner ses batailles le long des bandes. Il y a un gros gabarit. Donc, tu vas lui dire, la POC, elle va probablement sortir d'un bord ou de l'autre. Les défenseurs, ils sont rapides à envoyer ça sur la bande. Si des fois, si tu es sous pression, le défenseur, il n'a pas le temps de niaiser. Rime ça sur la bande. Toi, ta job, c'est ça. Ça va être vraiment gagne ces batteurs-là, aide à faire sortir la rondelle de la zone de cette façon-là. Puis ça va être aussi en relance. Tu sais, vas-y les 1-2. Tu sais, ton défenseur, il te donne une passe, bang, toi tu la sors, donne ça à un centre en vitesse, donne ça de l'autre bord, peu importe. Ça va être ça tes missions. Là. Tu sais, en défensive, là, c'est sûr qu'il pourrait, c'est sûr que tu vas falloir que tu aides un peu. Tu sais, des fois, il y a des breakdowns défensifs qui font en sorte que tu n'as pas le choix de venir t'installer un peu plus dans l'enclave, puis tout ça, c'est normal. Mais, tu sais, en même temps, là, c'est pas, ça sera pas sorcier, là, qu'est-ce qu'on va lui demander, là. C'est pas mal plus compliqué de jouer au centre, justement, où tu dois couvrir beaucoup plus d'espace, il y a beaucoup de permutations de position, des fois, tu sais. Fait que tes défenseurs sont sur un gars, il y a un switch, le gars qui prend l'enclave, t'es là, ou si tu t'en vas en arrière du filet, tu sais, c'est beaucoup plus compliqué. Kaiserman, il n'y aura pas besoin d'avoir un bac là, pour savoir comment défendre. Là. On va lui demander, joue ta game, sois engagé. C'est juste ça qu'on va lui demander. C'est ça qui peut améliorer. C'est l'engagement. Sois un peu plus engagé. Puis naturellement, tu vas être meilleur défensivement. Parce que tu vas être plus dans le game. Tu vas être plus proche de la rondelle, tu vas être plus proche des joueurs adverses. Tu vas être là, tu seras pas juste un flotteur un peu dans la zone. Puis ça, c'est bien correct. Puis bizarrement, on parlait de Shane Wright, qui était un très bon joueur défensif. Lui, c'était un centre en plus. Puis on disait qu'il n'était pas engagé, lui non plus. Puis pourtant, il était pas engagé, mais il était bon quand même comme joueur de centre. Là. Fait que c'est tellement un peu particulier. L'engagement, là, c'est abstrait un peu je peux être engagé puis mal travailler aussi. Là. C'est difficile de vraiment quantifier ça. Ça se joue sur la glace. Puis il y a des façons dont le jeu se développe. Puis, t'es-tu apte à réagir? T'es-tu apte à t'adapter? Ça va vite, le hockey. Là. Puis c'est un jeu d'erreur, on le mentionne tout le temps. Là. Fait que si à un moment donné, tu vas peut-être être pris à contre-pied, t'es-tu capable de reprendre une bonne personne? T'es-tu capable de retrouver ta position, de faire une bonne action avec la rondelle? Moi, on m'a déjà dit, là, puis je vais finir là-dessus, là, mais dans une présence donnée, on m'a déjà dit, puis tu sais, là, c'est pas scientifique, là, mais tu prends 10 à 12 micro-décisions. Fait que, mettons, t'es sur la glace pendant 45 secondes, là, puis en moyenne, là, tu vas prendre une décision. Genre, OK, le jeu s'emmène de mon bord, je vais me déplacer comme ça. Je touche la rondelle, à qui je fais la passe. Bang, bang. Ça, là, tu vas faire ça, là, bang, 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 instinctivement, pendant 45 secondes, une minute. Puis après, tu vas retourner au banc, puis là, ton coach, il va peut-être être en maudit, ou il va peut-être être content. Après, c'est ça. Le but, là, c'est de répéter tout le temps, le plus possible, les bonnes décisions. Puis c'est pas évident, là. Mais sauf que ça s'apprend, puis ça se développe. T'sais, j'ai vu des joueurs
peut-être un petit peu plus impliqué dans sa zone défensive, euh, dans les derniers repêchages et tout, mais que dès que la rondelle était en possession d'un défenseur en fond de zone, n'était pas en contrôle, mais dès que la rondelle était sur la palette d'un défenseur, tu voyais l'ailier était déjà rendu en zone neutre pour attendre une passe. Mais Yzerman ne fait pas ça. Yzerman, là, sa sortie de zone, il la fait très bien, puis il est capable rapidement de battre de vitesse un défenseur qui se trouve toujours sur sa ligne bleue. Fait que déjà, au moins, cet aspect-là des sorties de zone, parce que ça fait partie, t'en parlais tantôt, ça fait partie du travail de l'ailier, la relance, d'entamer la sortie de zone et tout, ben, Yzerman le fait déjà bien. Fait que, tu sais, rendu là, le seul coaching que tu peux avoir avec, c'est de couvrir les lignes de passe, puis d'anticiper un petit peu la passe qui va aller au défenseur que tu es censé couvrir et tout. Tu sais, c'est ça. Je suis vraiment pas inquiet à ce niveau-là, pour vrai, là. Pour le prochain niveau, du moins, là. Puis tu sais, au-delà du talent puis du willpower, là, au lieu d'avoir le désir de gagner, le désir de vaincre, là, ce qui différencie les niveaux puis les joueurs, c'est souvent juste l'exécution. Tu sais, mettons, je te fais 50 passes dans le slot, puis tu la mets dedans 45 fois, puis tu fais ces 50 passes-là à quelqu'un d'autre, puis tu la mets dedans 20 fois. Elle est là, là. Ta séparation est là aussi, là. Fait que c'est juste, encore une fois, c'est l'exécution. C'est de le faire pendant tout un match, c'est de le faire pendant 20, 22, 25 minutes. C'est ce qui différencie les meilleurs joueurs des bons joueurs, des poches, des gars de la Ligue américaine, puis ainsi de suite. Tu sais, c'est simple. Puis, tu sais, on a vu un petit exemple avec Joshua Roy, là. Tu sais, Roy, là, dans la Ligue américaine, c'est un bon joueur, beaucoup de talent, tout ça. Il arrive dans la Ligue nationale, il a été capable d'aller chercher cet ajustement-là, il était capable d'aller chercher cette exécution-là, puis il a bien fait. Puis là, tu sais, il retourne en bas, mais tu sais, tu le vois déjà, tu le vois qu'il est capable de l'amener. Fait que c'est la même affaire pour plusieurs jeunes, tu sais, que tu vas voir, puis Iserman s'en fait partie, puis Celebrini, puis toute la gang. Tu sais, quand ça va monter, tu vas le voir qu'ils sont là. Tu vas le voir qu'ils sont prêts à amener cette exécution-là, puis ce niveau de jeu-là, à ce niveau-là. Dernière question, Simon, au sujet de Cole Iserman. C'est Guillaume Charland qui nous le demandait sur Patreon. Euh, Bob McKenzie a affirmé en entrevue qu'il y a certains recruteurs qui s'interrogent au sujet de Trevor Conley qui overplays Cole Iserman. Donc, il jouerait de meilleure façon que Cole Iserman. Il nous demande ce qu'on en pense, puis c'était pas prévu, mais Guillaume demandait dans sa question, bien que je me doute de sa réponse, j'aurais aussi aimé savoir ce que Simon Servant en pense. Fait que finalement, Guillaume, tu vas le savoir ce que Simon en pense, parce que c'était pas prévu qu'il soit là à soir, mais bref, Trevor Conley, est-ce qu'il overplays Cole Iserman à tes yeux? Est-ce que overplays, ça dépend comment tu le définis. Tu sais, est-ce que Connolly est capable de faire peut-être plus de choses overall avec la rondelle? Si tu dis ça, là, si tu dis est-ce qu'il overplay Iserman à cause de ça, il peut avoir un débat. Tu sais, Conley a de très bonnes mains, il est très solide, il a un bon lancer, très bonne vision du jeu. Tu sais, il est capable capable de travailler. Là. Il est très solide là, quand même avec la rondelle. Sur cet aspect-là, il y a moyen d'être d'accord avec ça, mais là, de dire il overplays dans le sens qu'il est plus engagé ou il est meilleur défensivement, ou je ne suis pas tant d'accord avec ça. Puis Connolly, c'est la projection aussi, c'est qu'il est un peu moins physique. Puis des fois, Connolly, là, c'est il fait 12 feintes à lui tout seul, puis quand ça fonctionne pas, après, là, il revient en arrière, là, c'est clopin, là, il vient pas comme une fusée en arrière, là. Fait, je pense que ça dépend un peu comment tu le vois dans ta soupe, là. Mais Conley, est-ce qu'il y a une bonne saison en ce moment? Ben oui, puis c'est un joueur qui semble monter dans les listes aussi. Mais moi, personnellement, de dire qu'il outplay Iserman, moi, personnellement, je suis pas d'accord. Parce que les deux ont des défis aussi.
défensifs, puis des défis d'engagement, puis est-ce que tu as le plafond de Conley qui est plus haut? Je pense pas. Conley, puis il a un plus petit gabarit aussi, fait que je sais pas à quel point ça peut se transposer. Alors qu'Eiserman, pour son gabarit, il est 6 pieds quasiment 200 livres, il patine, il va dans des endroits quand même dangereux, il a un flair pour le net, puis il a mettre dedans. Puis il est capable de passer aussi, il est capable d'alimenter ses coéquipiers, mais qui est un peu sous-estimé, ça d'ailleurs. Là. Mais, fait tu sais, est-ce qu'un dépend peut-être plus d'un playmaker? Est-ce qu'Eiserman dépendrait un peu plus d'un playmaker? Peut-être. Mais est-ce que Conley tout seul, il va-tu rendre les autres bien meilleurs? C'est débattable aussi. Là. Parce que s'il se met à faire tout seul aussi, puis à essayer d'en tricoter 3-4, le jeu va mourir quand même d'une manière ou d'une autre, puis il pourra pas finir. Il n'y a pas personne qui va pouvoir le finir de l'autre côté. Fait que ça dépend. Mais c'est deux gars qui vont falloir qu'ils se fassent coacher de toute manière. Fait que ça règle le débat de là. Mais pour répondre à la question, je suis pas d'accord. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une question de préférence, tu sais, parce que c'est vrai. Moi, personnellement, je trouve que Conley et Yzerman ont deux styles complètement différents. Tu sais, Conley aime contrôler le jeu avec la rondelle sur la palette, parfois même trop. Tu sais, et il va étirer sa possession de rondelle parfois trop longtemps, puis il va rester coincé dans un entonnoir, puis il va se donner de la misère un petit peu plus, tandis qu'Yzerman, c'est vraiment le flair, puis se placer à la bonne place, puis son taux de réussite, mettons, pour finir son action est peut-être meilleur que Trevor Conley. Fait que, tu sais, rendu là, est-ce que tu es prêt à dire, c'est un peu dans la définition d'overplay ce que tu disais, est-ce que tu préfères un joueur qui contrôle le jeu, quitte à ce que ça mène souvent à rien, mais tu sais, il va driver le jeu, puis tu projettes qu'avec des joueurs, avec un joueur comme Yzerman, dans le fond, là, tu sais, avec des joueurs qui peuvent closer le jeu, Conley pourrait avoir un solide plafond. Si tu l'évalues comme ça, ok, c'est correct. Il faut respecter les visions de chacun. Mais moi, personnellement, je pense qu'au niveau de talent pur, je pense qu'Yzerman, il est supérieur à Conley. Là, vraiment. Ouais, ben, tu sais, ouais, ça peut se débattre, là. Puis, tu sais, je viens de regarder ma liste que j'ai mis à jour, mais je vais dire le rang que j'avais au prélim. Je l'avais 27, Connolly. Puis, tu sais, il a connu un bon tournoi du défi Juniora, là, les moins de 19 ans. Là. Il a été très bon avec les États-Unis. Puis, tu sais, là, je pense qu'il y a des gens qui l'ont peut-être. Je veux pas dire qu'ils l'ont découvert, là, mais tu sais, il a ressorti beaucoup dans ce tournoi-là. Fait que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont comme commencé à apprivoiser un peu toute l'aura qu'il y a alentour de lui, entre guillemets. Alors qu'à Tri-City, tu sais, il est pas beaucoup entouré. Puis ça, c'est peut-être, tu sais, encore une fois, c'est peut-être aussi un problème. Le fait qu'ils veulent trop en faire découle peut-être de là aussi. C'est qu'il n'est pas aussi bien entouré. Donc, il essaye d'en faire un peu trop. Mais ça revient au point que je mentionnais avant, c'est si t'en fais trop, tu rends pas les autres meilleurs. Parce qu'il pourrait peut-être rendre les autres gars à Tri-City meilleurs. Mais s'il garde toujours la rondelle sur sa palette, ça devient peut-être plus compliqué pour les autres de faire quelque chose aussi. Fait que c'est ça. C'est un couteau à deux tranchants, mais, mais Conley, il progresse quand même bien. Là. Personnellement, moi, je l'ai fait monter un petit peu, là, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de cheveux gris, mais je trouve qu'il joue quand même pas si mal que ça dans un club qui est pas très bon. Petite question qui est rentrée pendant qu'on discutait de Trevor Conley. On va l'aborder rapidement avant de passer à Ivan Demidov. Euh, Potentiel offensif de Conley, est-ce qu'on peut comparer ça à Trevor Zegras? Moi, personnellement, je trouve qu'il y a peut-être un petit peu moins de flashiness dans le jeu de Ouais. Conley, mais ça reste un gars qui aime transporter la rondelle. Tu sais, la rondelle lui colle à la palette. Fait que je peux comprendre un peu la comparaison, mais je pense que Conley il est capable aussi de vraiment finir ses actions au filet quand il est bien entouré. Comme tu le disais, on l'a vu
au Linka en début de saison, là, avec Aiden Park, là, ça roulait quand même solide là, sur son trio. Là. Euh, Fait que c'est ça, je pense qu'il y a peut-être un petit peu moins de flashiness que Trevor Zegras, mais je peux comprendre au niveau du transport de la rondelle puis du contrôle du jeu. Là. Ouais, j'aurais tendance à être d'accord avec ça. Moi, à la base, Zegras, je le voyais comme un gars de 60 points. Puis c'est exactement ça qui a été dans les deux dernières saisons, là, à part cette année. Je l'avais 13e sur ma liste, Zegras, moi, à cause de ça, à cause que je trouvais qu'il était soft, trop de dentelle. J'étais pas sûr de son appui au centre, de son rôle au centre. Mais le talent était là. Puis c'était un gars de 60 points. Est-ce que Connolly, pour moi, je pense pas que c'est un gars de 60 points, mais le talent, il est là. Fait que, est-ce que ça peut être un gars de 45-50 points? À ce moment-là, c'est pas mauvais non plus, là, on s'entend, mais c'est ça. Je comprends. Moi, je suis d'accord avec ce que tu disais par rapport à Zegras puis tout l'aspect de la rondelle, le flashiness puis tout ça. Puis je pense que c'est pas le même plafond aussi. Peut-être une petite coche en dessous. Puis Zegras, ça veut pas dire qu'il peut pas faire 90 points non plus, là, mais moi, ce que je voyais de lui, c'était ça. Puis Conley, je te dirais que j'ai pas ce même look-là par rapport à ce que j'avais de Zegras il y a quelques années. Alright, Ivan Demidov, qui est classé 6e dans la liste de Bob McKenzie, ça m'a quand même surpris, ce Ouais. classement-là. Puis dans la centrale, au niveau de la centrale de recrutement, est 3e international. Fait que tu sais, quand on ramène aussi les patineurs nord-américains, dans les mêmes eaux à peu près, là, on parle d'un 6e rang pour Ivan Demidov. Euh, je pense que ça l'a fouetté un peu, là. Il marque un petit peu ces temps-ci, le Mais petit Ivan en MHL. c'est pas Euh, la liste mais là, qui l'a fouetté. C'est la claque sur les doigts que j'y ai donnée là, au préliminaire. Là. C'est ça, là. oui, J'ai oui, dit c'est là, que vrai. c'était un Je l'avais avertissement. Là. oublié. Ben, c'est ça. C'est lui. Là. La liste, ça n'avait pas rapport. Là. Mais non, il roule en salle. J'ai regardé des matchs. Là, on a des matchs sur la plateforme. Là, les 3, 4, 5 derniers, je sais pas trop. Là, je les ai regardés. Puis il joue, ouais, il joue en salle. Puis j'avais regardé aussi quelques matchs aussi auparavant. Mais après qu'on ait fait notre liste, puis sérieusement, 6e, j'ai l'impression qu'il y a peut-être le facteur russe là-dedans. Est-ce que le facteur russe qui vient entrer en ligne de compte? Parce que côté talent, là, Demidov, c'est peut-être le. Moi, j'enlève rien à Celebrini, mais Demidov, là, il est pas loin, là. Si c'est pas le plus talentueux, il est pas bien loin là, de Celebrini. Là. Je sais pas si ça va être le facteur russe. Tu sais, l'année passée, Michkov il a été victime un peu de ça. Je sais pas si Demidov va l'être aussi. Tu sais, il y a quand même des nouvelles rumeurs qui sont sorties de la Russie comme quoi tu sais, Poutine obligerait dans le fond certains joueurs vedettes à écouler leur contrat avant d'observer pour la Ligue nationale. Il reste un an. C'est ça. Fait que tu sais, je penserais pas, mais en tout cas. Moi, j'ai un flair que, en tout cas, du côté du Canadien, là, j'ai comme un feeling que ça va être un petit peu différent, la perception pour Demidov versus Michkov. Là. Mais je peux me tromper. Là. Pas deux fois de suite, Mais là. Ils peuvent pas passer par-dessus un talent de main 2 années de suite, là. Sérieusement, là, il faut que tes gens se fassent congédier, là. Parce que non, là, c'est ça. tu peux pas chialer qu'il manque du talent élite, puis passer 3 années de suite par-dessus du talent élite. Puis là, tu sais, je dis pas que moi, j'aurais choisi Cooley premier overall, mais tu sais, Cooley, il a un talent élite, là. Fait que, tu sais, si tu veux prôner ça, ben, il faut que tes bottines, ils suivent les babines à un moment donné, là. Fait que là, l'année passée, tu as passé par-dessus Mishkov et Benson. L'année d'avant, tu as passé par-dessus Cooley, qui était pas mon choix, j'avais pris Wright quand même, mais bon, si tu veux avoir du talent élite, Cooley en a. Là, cette année, tu as peut-être Demidov. Non, là, ça peut pas passer, là, parce que Demidov, là, tu sais, c'est ça qu'on en a discuté un petit peu. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question tantôt sur Twitter par rapport à Mishkov, puis tu sais, je prendrais peut-être Mishkov encore juste par un petit cheveu parce que je pense que le potentiel de points et de but est peut-être un peu plus élevé pour Mishkov, mais
Demidov, là, c'est potentiellement 90-100 points dans le show, là. Fait qu'à un moment donné, là, faut que ça arrête de niaiser, là, quand même, là. En tout cas, en ce qui me On avait une concerne. bonne... On avait vraiment une bonne question sur Patreon avant l'épisode, là, puis j'avais hâte d'y répondre, là, justement. Là. Danny qui demande qu'est-ce qui expliquerait, selon nous, dans le fond, que le SKA de Saint-Pétersbourg a préféré envoyer Demidov dans la MHL plutôt que la VHL, alors que Michkov, on l'avait envoyé en VHL et même dans une autre équipe à Sochi. Au niveau de la KHL. Est-ce que... Puis là, il y a comme une deuxième question, là, mais il y a comme une observation que Demidov serait meilleur défensivement puis un meilleur gabarit que Michkov. Fait que tu sais, pourquoi on le garde pas dans KHL dans une autre équipe ou l'envoyer en VHL plutôt que de l'envoyer dans MHL, selon nous, dans le fond. Écoute, je peux même pas te répondre à ça. Il faut que ce soit quelque chose de contractuel ou de technique ou quelque chose, parce que moi, dans ma tête, je sais même pas ce qu'il fait dans la MHL déjà à la base, là. Puis quand j'avais parlé, on avait fait notre préliminaire, j'en avais parlé de ça, de Demidov. Je trouvais que dans la KHL, dans les premiers matchs qu'il avait joué, puis il jouait quand même un peu plus de minutes, je trouvais qu'il offrait un jeu quand même relativement complet, tu sais, entre guillemets. Puis c'est pour ça que la question qui disait qu'il était plus complet que Mishkov, ça, j'aurais tendance à être d'accord là-dessus. Puis c'est sûr qu'il y a un petit peu plus de gabarit aussi, mais tu sais, Demidov, il fait pas 6 pieds 2, 200 livres non plus, là. Tu sais, c'est quelques livres près, là, quand même. C'est pas comme s'il y avait un gros écart entre les deux. Mais c'est ça, je comprends même pas pourquoi. Dans la MHL, c'est un peu ce qui me tannait, moi, dans le prélim, c'est que il y a tellement de talent, puis il est tellement capable de faire beaucoup de choses, puis de faire profiter les autres de son talent, que je trouvais qu'on dirait qu'il se pognait un peu le bang. Puis là, tu le vois, là, ça fait comme 7-8 games là, que il est tout simplement au-dessus de la mêlée. Fait que je peux même pas comprendre pourquoi il est encore dans la MHL. Puis on sait que dans la KHL, comment ça fonctionne, hein, c'est que les jeunes, ils les font pas jouer beaucoup. Ça joue. Ça, on a vu avec Yourov aussi, il y a 2 ans, là, qui jouait 24 secondes. Là, puis, Sauf que là, il joue bien en maudit, Yurov, puis il joue beaucoup, par exemple. ouais, c'est ça, exact. Fait que là, tu sais, des Midov, c'est que là, le SKA, en plus de ça, ils se battent probablement pour la Coupe Gagarine. Fait que là, ils n'ont pas de place pour faire jouer un jeune, pour développer. Ils n'ont pas le temps de développer un jeune. Fait que peut-être qu'ils se disent, ben, on va le laisser en bas, puis il va aller. Il domine, puis c'est ça qu'il fait en ce moment. Là. Fait que c'est ça, je sais même pas. Faut que ça soit une raison contractuelle, peut-être, ou c'est préférence de développement que je comprends pas ou qu'on comprend pas, mais je peux même pas me l'expliquer moi-même. Ouais, j'ai l'impression il y a du contrat aussi. Tu sais, Michkov, il y avait un contrat de 3 ans au moment de son année repêchage. Puis, tu sais, on n'avait pas nécessairement l'espace pour le faire jouer. Demidov, c'est la même chose. Tu sais, je pense qu'au niveau de l'alignement principal du SKA, il n'y a juste pas de place. Fait que rendu là, tu sais, Michkov, t'as 3 ans de contrat avec. Fait que t'espères qu'il reste dans la KHL, qu'il se développe comme il faut, parce que l'année prochaine, ça se peut qu'il joue avec le SKA, tu sais. Ouais. Il va jouer dans le club principal, tandis que Demidov, avec 1 an de contrat, tu sais pas s'il va s'en aller en Amérique du Nord, tu sais pas s'il va signer avec cette équipe-là. Fait que j'ai l'impression que l'investissement dans Demidov vaut peut-être un peu moins la peine. Mais zéro au niveau du potentiel, au niveau du contrat, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai ce feeling-là, je te dirais. Là. Alright, j'ouvrais la liste de la centrale au même moment que je finissais le point sur Demidov. Parce qu'il y a quelque chose que je suis content de t'avoir sur le podcast, Simon, en général, mais aussi pour une chose en particulier que j'aurais parlé avec Pascal de toute façon, mais je le sais que t'aimes bien ce défenseur-là. Fait que je sens que tu vas être capable de nous expliquer ça. Encore plus en profondeur. Euh, Carter Yakemchuk
dans la liste de la centrale qui est au-dessus de Sam Dickinson, qui est au-dessus de Cole Iserman également. Explication? Ben, je sais même pas. Je sais même pas moi-même. Je peux pas te l'expliquer. Parce que j'ai Dickinson encore en avant de Yakimchuk. Mais pour vrai, Yakimchuk, sérieusement, tu sais, il joue du bon hockey. Pour vrai, là, moi, dans les derniers matchs que j'ai vus au mois de janvier, euh, je trouvais que tu sais, le côté offensif, il était. Tu sais, moi, j'ai toujours trouvé que Yakimchuk était très bon offensivement. Puis défensivement, je le trouvais très stable aussi, hyper physique. Les relances sont bonnes. Moi, ce qui me dérange un petit peu dans son cas, c'est des fois, il était un peu tête folle, il était un peu indiscipliné, puis il cherche un peu le trouble des fois. Ce qui est correct, là, moi j'aime ça, mais c'est peut-être le dosage que j'aimerais qu'il y ait, là, Yakemchuk. Mais pour vrai, euh, de mon point de vue, je sais pas pourquoi il est devant Dickinson, de mon point de vue. Puis c'est deux défenseurs que j'aime beaucoup, mais Dickinson, pour moi, puis tu sais, je sais que Seb parlait qu'il y avait il y a eu des matchs que lui, il l'a déçu, Dickinson, il a déçu Seb, puis il était éparpillé, puis il faisait des erreurs de positionnement, puis tout ça. Je sais pas, moi j'ai regardé, j'ai regardé 4 matchs. J'ai regardé 5 matchs pendant la séquence de 14 victoires qu'ils ont en ce moment, là, dont dont 4 des derniers. Là, puis, sérieusement, il était très solide sur la glace. Là. Il était très, très solide. Là. Fait que, puis c'est sûr que London, évidemment, ils ont gagné genre 11-2, puis 10-1. Puis bon, tu sais, il y a eu des matchs que ça a été un petit peu. C'était un petit peu walk in the park, là, mais c'est facile de bien paraître. Là. Mais moi, Dickinson, quand je le regarde, c'est ça. Tu sais, à Montréal, on aime beaucoup Goulet, là, Caden Goulet. Là, mais tu sais, moi, Dickinson, je trouve qu'il. Évidemment, ça, c'est pas une comparaison un pour un, mais je trouve que la projection que j'ai de Dickinson, elle est encore supérieure à celle que j'ai de Goulet. Puis Goulet, tu sais, on le voit à quel point il se développe et à quel point il est bon avec le Canadien à un si jeune âge. C'est le côté un peu physique peut-être de Dickinson que j'aimerais qu'il améliore un peu ça. Mais fait que c'est ça, la centrale doit avoir quelque chose de plus. Il y a quelque chose qu'elle doit accrocher un peu plus du côté de Yakemchuk. Est-ce que c'est le jeu physique? Je pense que Yakemchuk est meilleur offensivement que Dickinson personnellement? Fait que peut-être c'est ça aussi. Est-ce que ça vient les attirer un peu plus? Droitier. Donc, tu sais, je sais pas. Y a-tu quelque chose de gaucher, gaucher-droitier? Tu sais, est-ce qu'il y a-tu quelque chose qui. Je sais pas. Mais en même temps, tu sais, moi, je peux pas tant m'obstiner là-dessus parce que j'aime beaucoup Yakemchuk, mais j'ai de la misère à comprendre de mon point de vue de liste, là, comment Dickinson est en arrière de Yakemchuk. Mais c'est pas les choses les plus scandalisantes que j'ai vues de la liste, la centrale, donc c'est correct. Je vais passer outre pour celle-là. On parle de choses scandalisantes. Puis Guillaume Desparois en privé dans le chat YouTube euh, nous disait en début d'épisode, on commande pas les listes, mais qui est trop bas dans la liste de Bob et pourquoi votre choix est Melvin Fernstrom. Je vais y revenir à Fernstrom parce que moi je sais que je l'ai haut quand même pas mal. Là. Je l'ai 12e au prélim. Puis il est dans les mentions honorables dans la liste de Bob McKenzie. Là. Moi c'est un profil qui m'a plu beaucoup. Mais je pense que si on analyse vraiment qui est trop bas, si on se met au-dessus de la mêlée, là, mais vraiment en joke, là, c'est pas le but de l'exercice. Euh, moi, Qui ça, il est personnellement, bas? ouais, mais non, mais moi, c'est plus Michael Branson-Nigard que je comprends pas euh, qu'au mois de janvier, la centrale le classe 6e. Derrière Emil Hemming, puis derrière Adam Yerichek, j'ai un petit
peu de misère avec ça. Derrière Demidov, Silaev, Elenius, je suis capable de comprendre. Je suis entièrement capable de comprendre ça. Dans la liste de Bob McKenzie, Michael Branson-Nigard est 20e. Puis ça, je comprends pas. Il joue son meilleur hockey depuis la fin décembre. Je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que c'est la bonne vieille tactique là, que Saint-Lô disait, là, qu'on déprécie des joueurs parce qu'on veut pas que les autres recruteurs les prennent? Là? C'est ça. Peut-être, C'est ça, peut-être. la tactique. Euh, Moi, personnellement, Branseg, Newgard, je l'ai. Il est à peu près dans le même range là, en ce moment. Là, en ce moment, il a baissé d'un rang là, sans dévoiler ma liste, mais je sais pas si ça va être final. Mais j'ai pas. Tu sais, j'avais pas regardé les joueurs qui sont devant lui, mais c'est sûr que. Tu sais, moi, j'ai encore une fois Connolly, tu sais, qui est là. Yerichek. Moi, Yerichek, écoute, il m'a pas tombé dans l'œil cette année, malheureusement. Puis là, il est Non, moi non blessé pour plus. le reste de la saison. Fait que, pauvre garçon. Euh, je sais pas, c'est un peu sévère. Surtout que, ouais, comme tu dis, j'ai regardé 2 matchs dernièrement. Il a marqué dans les 2 matchs. Il a été impliqué pas mal sur la glace. Comme il l'est souvent, là, tu sais, c'est un peu son pain et son beurre aussi. Là. C'est un gars qui est souvent engagé, qui est souvent intense aussi sur la glace. Je sais pas pourquoi les recruteurs ont moins trippé sur lui. Est-ce que le plafond, tu sais, encore une fois, c'est une question de plafond offensif? Est-ce que c'est une question de ce gars-là, c'est-tu un joueur d'énergie un peu qui va te donner comme du 30-35 points? Ça, tu sais, peut-être que si là, si j'essaie de trouver peut-être une façon de voir ça de leur côté à eux. Euh, Moi, Brandon Nougarde, je trouve qu'il y a. Premièrement, son lancer, c'est une très grande force pour lui. Puis je pense que c'est un peu ça qui le démarque de Casper. Si, mettons, je faisais la comparaison avec deux joueurs d'énergie, dont, tu sais, Casper, on l'aimait beaucoup, là, il y a 2 ans, là, il y a 2 repêchages. Euh, Puis, tu sais, moi, je me souviens dans notre War Room, moi puis Saint-Lô, on était. Vous étiez un peu hype sur Casper, puis là, on essayait un peu de tempérer parce qu'on voyait certaines affaires aussi qui nous gossaient. Il nous gossait, c'est un mot, le mot est fort, là. Mais Branson Nougat, j'ai l'impression que de son côté, le profil du joueur en tant que tel me semble un petit peu plus sure shot, entre guillemets, pour l'attaque. Tu sais, j'ai l'impression que Branson Nougat, s'il joue avec un bon centre two-way puis un bon playmaker, il peut aller poter 30 buts dans la Ligue nationale, à mon avis. Là. Parce qu'il dégaine rapidement, il dégaine, son tir, il est sec, il est violent. Puis il y a tout le package alentour du filet, puis le long de la bande, puis de créer de l'espace, puis la capacité à faire dévier des tirs devant le filet. Puis... Fait que c'est ça. C'est un peu peut-être ce qu'on voyait un peu moins de Casper de ce côté-là. Ben, je sais pas. Je, je, je la comprends pas beaucoup, mais écoute, tu sais, la liste de McKenzie en même temps, les recruteurs, et eux autres aussi, là, tu sais, comme mettons Andrew Basha, 24, là. Pour moi, je trouve ça scandalisant, là. Surtout que vous savez que je l'ai dans mon top 10 maintenant, là. Fait que pour moi, c'est un scoop, là. On garde ça pour les Patreons seulement, là, qui profitent de notre scoop là, qu'on a. En tout cas, moi, j'ai bâché dans mon top 10 en ce moment, puis on n'a pas sorti notre liste de mi-saison encore, mais. Fait que c'est ça, tu sais, je parlais de Misa, il est 67 Misa sur la liste de Bob McKenzie. C'est quand même, tu sais, pour un gars qui en fait autant sur la glace, quand même, c'est. Tu sais, est-ce que les transactions ont affecté un peu son rôle? C'est possible, mais c'est quand même, tu sais, c'est troisième ronde, pareil, pour Missa. Moi, je suis pas super à l'aise avec ça, mais encore une fois, c'est des recruteurs, fait que c'est leur vision, là. Ce qui est hot, c'est que Missa va être disponible en troisième ronde, puis le Canadien va aller chercher Atos Koivu. Fait que. Wow.
Parce que moi, je peux pas chialer sur Koivu. Je l'ai vu 3 fois seulement cette année. Ça, je disais à Seb. Puis, écoute, je l'ai vu c'est au début de l'année. Là. Ça fait un bout. Là. Fait que, il va falloir que je me remette. Là. Mais ça a l'air qu'il progresse bien. Fait que s'ils vont chercher Koivu, ça va être. Tout est dans tout. Là. Ça va être la boucle. Là. La boucle qui va être bouclée. Là. Ouais. Mais toi, Euh, ben, je sais que Brandseg Nugard, tu l'aimes beaucoup. Là. Fait que, ouais. Moi, c'est mon joueur. Ben, que je. Tu sais, quand j'ai une petite baisse de motivation, de scouting, tu sais, on regarde la CHL, puis là, on regarde un affrontement avec 5-6 joueurs en même temps. Fait que là, on se claque le match complet, puis là, après 2 heures de visionnement, je suis comme, je vais finir ma séance de visionnement avec du bonbon, là. Je vais aller regarder un match de Branson-Nigard, là. C'est un peu ça, là, pour moi, là. Puis, mais non, mais tu sais, c'est que moi, au début de la saison, j'ai vraiment trippé sur le profil de Branson-Nigard, au niveau de son travail sans la rondelle, son implication, son tir, évidemment, tu sais, on le voyait et tout. Mais quand il est arrivé dans Allsvenskan, il y avait pas de points. Tu sais, la production était pas là. Fait que je pouvais comprendre les inquiétudes. Je pouvais comprendre sa capacité, qui était jugée comme limitée à peut-être produire. Mais je perdais quand même pas confiance parce qu'il faisait vraiment des bonnes choses à patinoire. Des fois, c'est un petit peu plus difficile en zone neutre. Des fois, il essaye peut-être de trop en faire au niveau de la transition. Mais je trouve que dans sa zone défensive, tu sais, j'ai mis des petites vidéos sur Twitter pendant que je le regardais cette semaine. Puis, tu sais, c'est un ailier qui fait des fois des tâches de joueur de centre. Tu sais, on en parlait tout à exact. l'heure. Tu sais. Normalement, un ailier va surveiller la pointe, va couper les lignes de passe, mais Branson Nigard va supporter ses défenseurs derrière le filet, puis il gagne ses batailles, puis Ouais. il sort la rondelle, puis il fait progresser le jeu. Tu sais. Fait que ça, moi, personnellement, ça se traduit pas sur une feuille de pointage. Puis c'est des choses que j'ai vues régulièrement dans son jeu, dans les 8-9 matchs que j'ai vus de lui. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, ça me donne des belles notes dans mon cahier de notes, là, honnêtement. Là. Puis là, ben, en plus, sa production est là. Là. Tu sais, je veux dire, au championnat mondial junior, il a très bien joué. Moi, j'ai trouvé que il avait bien mené un club de la Norvège qui était très drable. Là, tu sais, il fallait pas s'attendre à ce qu'il y ait énormément de talent là-dedans. Puis tu sais, j'ai regardé, j'ai porté attention à Stian Solberg aussi. Puis tu sais, profil intéressant au niveau de la Norvège, mais tu sais, c'était pas le type qui traînait son équipe sur les épaules comme Branson Nigard a été capable de le faire. Euh, puis tu sais, il revient en Allsvenskan puis il produit. Tu sais, là, son offensive a un impact. Fait que tu sais, quand tu additionnes l'impact qu'il y a sans la rondelle au niveau de la construction du jeu, toutes les choses qui se traduisent pas sur des feuilles de line-up, puis après ça, tu regardes tout son impact en offensive, j'ai vraiment de la misère à expliquer pourquoi ce gars-là sortirait du top 15. T'sais, moi, je l'ai quatrième présentement. Puis, tu sais, Ouais. après le prélim, je me disais, c'est sûr que si l'offensive suit pas, puis il avait commencé un petit peu à produire quand le prélim il a sorti, là, quand on a fait notre prélim, il avait commencé déjà à produire. Euh, Mhm. mais je me disais, tu sais, c'est sûr que si la production offensive est pas là en Svenskan, ça se pourrait que, tu sais, il y ait quelques rangs, tu sais, de moins au mid. Mais là, j'ai aucun argument pour le descendre. Fait que, tu sais, ça se peut très Ouais. bien qu'il reste quatrième. Puis là, ben, tu sais, ça a l'air un petit peu wild, là, si on veut, là, parce que là, la liste de Bob le met 20, puis la centrale le met plus bas à l'international. Mais pour vrai, moi, je suis totalement confiant avec l'évaluation que j'en fais. Là, pour vrai, Mais tu c'est ça. sais, moi rendu là, aussi la liste de la centrale, puis la liste de McKenzie, puis tout ça, tu sais, c'est des listes aussi. Là. Tu sais, c'est. À la minute que tu comprends que ces gars-là qui sont payés pour le faire, ils se trompent aussi comme toi, moi, ça m'empêche pas de dormir, mettons. Fait que, Non, tu sais, c'est ça. mettez-le 20e, là, Brandsteg, puis il sortira 23e, mettons, puis tu sais, le gars que vous avez repêché 8e, s'il est moins bon dans 5 ans, ben c'est ça. Vous aurez la conséquence que vous avez. Puis c'est clair. Puis si lui est meilleur, ben tant mieux. Tu sais, c'est comme.
Mais je trouve ça surprenant qu'un gars comme lui, avec le profil qu'il a, soit pas plus haut dans la liste. Surtout considérant justement un gars comme Casper qui est sorti haut, puis tu sais, qui a un profil un peu d'énergie, puis tout ça, ça me surprend un peu. Mais, euh, mais c'est ça. Ça sera à vérifier. Ben, c'est. La liste n'est pas cannée non plus. Là. Non, c'est ça, mais tu sais, c'est. Je regarde en plus. euh, Mettons la liste de Bob, tu sais, puis même la centrale aussi, elle tend vers ça. On a l'air de se pencher vers des profils NHL, des projets, tu sais, t'as un Silaev qui est deuxième, tu sais, c'est un profil de gars que tu peux projeter dans la Ligue nationale malgré ses lacunes. On parlait de Yakemchuk qui était haut, mais ça reste un gars avec le physique qui offre sa patinoire que tu peux aisément projeter dans la Ligue nationale. Euh, mais tu sais, Branson Nigard a ce profil-là aussi, de gars que tu peux Ouais. projeter dans la Ligue nationale, parce qu'il est capable de jouer physique aussi. Puis il analyse bien le jeu, il est capable de se protéger aussi avec autant sans la rondelle qu'avec la rondelle. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, je suis comme un petit peu déçu de voir cette chute-là, mais d'un autre côté, on verra dans 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu sais, qui aura vu juste et non. Il est très up and down, Branson Nugent dans le line-up. C'est que c'est un gars que tu peux faire jouer pas mal sur tous les trios, puis il va t'amener quelque chose, puis tu peux Exact. lui donner des missions sur un deuxième power play, tu lui donnes une mission devant le filet ou en désavantage numérique, capable de tuer des pénalités, un bon bâton, puis tout ça, solide le long des bandes. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. Je suis surpris moi aussi, mais c'est ça. On va le savoir dans, c'est ça, dans 5 6 ans, 7 ans, puis on Non, c'est ça. revisitera ça. Puis tu sais, je clôt avec ça, mais tu sais, pour Branson Higard, ce qui est intéressant, c'est que son travail dans le trafic lui permet tu sais, d'obtenir un rôle comme bumper, mettons, parce qu'il y a la dégaine Ouais. assez rapide aussi. Ouais. Puis il y a le tir pour aussi jouer sur les ailes côté one-timer. Fait que tu sais, c'est ça, c'est la polyvalence de Mhm. ce profil-là devient encore plus intéressant, je trouve. Fait que Ouais. c'est ça. Ouais. Simon, on va clencher deux, trois questions des Patreons en conclusion de l'épisode. Moi, je ne l'ai pas regardé, là, fait que je vais quand même afficher la question à l'écran pour voir si toi, tu as des commentaires là-dessus. Guillaume qui demande Dean Letourneau, 32e sur la liste de Bob McKenzie. Est-ce que tu as jeté un coup d'œil à ce joueur-là? Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu jouer, fait que je te pose la question, Simon. Écoute, moi, je vais être absolument transparent à 1000%. Les seuls visionnements que j'ai eus de Dean Les Tourneaux, c'est des highlights de matchs justement du collège. J'essaie de me souvenir, lui, je pense que c'est Saint Andrew College, quelque chose genre là, je ne veux pas dire de niaiserie, mais fait, j'ai aucun match complet. C'est juste des highlights de ces matchs-là dans lesquels on voyait pas juste lui en plus. Fait que j'ai aucune idée. Fait que moi, pour moi, c'est un gars qui malheureusement sera pas classé sur ma liste par manque de visionnement. Puis c'est comme ça que moi je procède. Là. Fait que, tu sais, dans le sens que j'ai beau regarder un peu d'highlights sur YouTube puis tout ça, puis lire les profils. Puis tu sais, moi je suis abonné avec Hockey Prospect justement, puis eux ils l'ont en très haute estime aussi, ils en ont parlé puis tout ça, mais moi je l'ai pas vu. Fait que, en fait, je l'ai pas vu dans un match complet. Là, puis fait que c'est ça. Je pourrais pas le classer. Ce que j'ai remarqué, lui, il joue avec un autre gars là, qui est quand même pas mauvais aussi côté point. Là. J'ai pas les noms en tête. Là. Mais j'ai trouvé, il avait marqué un début dans un match que j'ai regardé contre une des bonnes formations au niveau du prep school américain ou canadien, en fait, dans la division de prep school. Là. Il avait marqué un beau but à un moment donné dans un des matchs où il avait baissé l'épaule, il avait utilisé son gabarit, puis il avait coupé vers l'intérieur. Puis juste ça, ça me donnait un peu l'impression d'un gars qui était quand même avec sa charpente, là, qui était bon pour protéger la rondelle, qui avait pas peur de driver le filet juste sur cette petite séquence-là en particulier. Donc, je trouve ça, je trouve ça plate qu'on ait
pas pu le voir puis qu'on pourra pas le voir plus parce que nous, évidemment, sur notre plateforme, on l'a pas, là. Dean Letourneau. Fait que malheureusement, ça semble un profil qui nous plairait, mais malheureusement, on pourra pas le regarder. Fait que, à moins qu'on ait des visionnements, là, peut-être on se fasse donner des chiffres by chiffres par Instat ou quelque chose de ce genre-là, mais malheureusement, de mon côté, c'est ça. C'est un gars qui va passer dans les cracks. Puis par un exemple comme ça, c'est Michael Fisher aussi. Je ne sais pas si tu te souviens que j'en avais parlé, un défenseur. Lui, il jouait dans un prep school aussi américain. Puis les matchs, c'était des matchs qui étaient sur VHS. Genre, c'était 3 matchs. C'était épouvantable la qualité. Puis là, il y avait même pas de scoreboard à rien. C'était filmé avec une patate. Là, puis j'avais regardé 3 matchs de lui. Je te dis, là, il fallait vraiment que je veuille le regarder. Puis il a été sélectionné en troisième ronde j'ai regardé 3 matchs. Il a été sélectionné en troisième ronde par les Sharks de San Jose, si je me souviens bien. Puis, par pure coïncidence, je suis allé voir ses stats récemment. Il joue à Northeastern, je me souviens bien, il y a 1 point en 21 matchs, je pense. Fait que là, ça part raide, là. Fait que c'est ça. Fait que des fois, Ça, hein, on sort de notre voie pour trouver des joueurs, puis ça sonne pas bien pour l'instant. ça me rappelle l'an passé quand c'est Benoît Bélanger qui me parlait de Rudy Guimont, un gardien de but. Puis j'étais allé le visionner pour mon top 10 des gardiens. Puis honnêtement, c'était vraiment un beau profil. Puis il était repêché finalement, hein. Il était repêché par les Red Wings de Détroit l'année passée. Puis j'étais allé le regarder, là, puis c'était des matchs de prep school, là, puis pour vrai, c'était filmé avec un iPhone 7, là, je suis pas mal sûr, là, dans le gros top. C'était pas évident. Mais bon, on va essayer, tu sais, des gars comme Dean Letourneau, Aiden Park, Will Zellers, tu sais, c'est... Ouais. Puis tu sais, on le fait en toute transparence, là, honnêtement, je pense que les gens qui sont habitués du TSLH Espoir le savent, là, on n'est pas des types qui bullshit non plus, là. Tu sais, sur notre plateforme, c'est pas des ligues qu'on a accès présentement. Je travaille là-dessus pour avoir accès. Parce que moi, Eden Park, je l'ai vraiment aimé au Linka, puis je pense qu'il aurait pu avoir une shot dans mon top 32. Là. Fait que ça me fait un peu chier de pas avoir des matchs de saison. J'irai pas le placer dans un top 32 pour flasher puis dire hey, j'ai aimé 3 matchs au Linka de sa part, fait que je vais le mettre top 32 à la fin de l'année quand je l'ai pas vu de la saison. Je ferai pas ça, mais c'est ça. Fait que tu sais, des gars comme Dean Letourneau, Will Zellers, Aiden Park, tu sais, le programme de Shattuck, St. Andrews, pis ça, ben, malheureusement, on n'a pas accès aux matchs sur notre plateforme. Fait que je travaille là-dessus d'ici la fin de la saison, mais je peux pas garantir que ça va être possible. Mais bon, On s'excuse. on va essayer. On va essayer fort. On va essayer fort. Autre question. Cette question-là vient de Emma encore. Il nous avait posé une question tout à l'heure. Si on prend pour acquis que le CH est à la recherche d'un attaquant à talent élite, qui selon nous est la cible la moins risquée à repêcher pour les Canadiens si on exclut Celebrini? Puis là, on va y aller dans un scénario où le CH repêche, mettons, top 8, à peu près, Top 8. dans ce coin-là. Moi, Demidov, ben, c'est parce que là, risqué. Côté talent, c'est pas risqué selon moi, mais là, c'est le côté risque qui est peut-être risqué. Là. Ça C'est le serait, contexte. ça serait à débattre. Là. Écoute, tu sais, ça dépend vraiment Ça dépend c'est quoi ta définition de risque. Parce que, tu sais, mettons, moi, Iserman, je te dis, il y a un talent élite pour scorer des buts. C'est correct. Est-ce que tu es capable de jouer avec le fait qu'il n'est pas défensif, qu'il est un petit peu moins engagé? Si tu es capable de dealer avec ça, ben à ce moment-là, tu as juste besoin de le fournir. Tu as juste besoin d'avoir un playmaker avec lui qui va lui remettre les rondelles. Puis, il va être en fait, il est capable de scorer par lui-même aussi, là, mais dans le sens que s'il reçoit à POC, elle va rentrer. Puis Demidov, c'est un gars qui est même chose. Et
Je pense que le talent se transpose super bien des mains comme ça. Une façon d'attaquer les défenseurs aussi, de face, mais aussi latéralement. Il est capable de leur dépasser est-ouest, il est capable de les déborder, capable de les attaquer, ou faire même un pivot, puis après, il est assez intelligent pour repérer des coéquipiers. Fait que ça, c'est des choses qui, offensivement, ça se transpose pas mal. Un que j'aime beaucoup, moi, personnellement, c'est Catton, Berkeley Catton. Ouais. Une vision assez spectaculaire, là, ce gars-là. Des passes, tu sais, des passes très. Que tu dis, ça n'a pas d'allure, cette passe-là, elle ne se rendra jamais. Mais lui, elle rentre. Lui, il a fait passer là. Sauf que lui, ici, c'est un plus petit gabarit. Fait que il y a beaucoup de. Ça dépend de ton évaluation du risque. Il y a quand même quelques joueurs de talent, élite, mais qui viennent avec quelques petits désavantages. Euh, la réponse facile, ça serait Caden Lindstrom. Caden Lindstrom, c'est. Si, mettons, tu dis qu'il est peut-être un petit peu moins élite sur certains aspects, il n'y a pas la vision d'un Catton, il n'y a pas les mains d'un Demidov, il n'y a pas le. Ben, quoi que le talent de finisher de Eiserman, il est quand même. C'est un très bon finisher, Lindstrom. Là. Lindstrom, fait que probablement que ça serait peut-être ta réponse la plus simple. Un gars de 6 pieds 4, 215 livres qui joue au centre. Je ne sais pas à quel point il va être au centre dans la Ligue nationale, mais peu importe. S'il faut qu'il joue à l'aile, ça va être correct. Il y en a des centres aussi à Montréal. Fait que c'est ça. Je sais pas. Moi, personnellement, je n'irais pas avec Elenius. J'irais pas avec. Ben, tu sais, Brandsen, regarde, il n'a pas un talent élite, même si c'est un gars qui me semble assez safe dans l'ensemble. Après, tu tombes dans des défenseurs. Fait que c'est ça. Levchunov, défenseur attaquant. Ouais, c'est ça, c'est un def attaquant. Mais non, c'est ça. Fait que, je sais pas si ça répond à ta question, mais ça dépend de ton niveau de risque, mais c'est ça. Il y en a quand même qui ont des talents élites, mais ça vient avec des petits désavantages. Il faut que tu sois capable de dealer avec ça. Mais le Canadien, s'il repêche, mettons, cinquième, il n'y a pas de raison qu'il sorte de là avec un mauvais joueur. T'es supposé avoir un attaquant solide. Là. Peu importe qui est là, peu importe qui glisse, là, peu importe comment ils sont classés. Si tu dis, mettons, Celebrini, Eiserman, Demidov, Lindstrom, tu mets Catton dans le lot et tout ça, il n'est pas supposé. Pas supposé de l'échapper. Tu sais, tout à l'heure, je parlais que j'avais un petit feeling que Demidov aurait pas le même traitement que Michkov aux yeux du Canadien. Un feeling, puis j'étais en train de regarder la définition de la centrale concernant Ivan Demidov, puis il y a une phrase qui est venue vraiment m'accrocher, que je me dis, si au cinquième, sixième rang, Demidov est disponible, je pense que le CH pourrait aller le chercher. Euh, a two-way competitor with excellent offensive instincts and a winning attitude. Winning attitude. L'attitude. La culture. La culture, let's go. Le CH, là, c'est ce qu'on veut bâtir chez le Canadien. Oui, on veut du talent élite, mais on veut de la culture. Si Demidov, là, la culture, ben, ils vont peut-être le prendre, tu sais. Mais, tu sais, au niveau de la culture, puis un peu ce que le CH recherche comme profil, euh, Caden Lindstrom, tu sais, je rajouterais même Consta Elenius, là, tu sais, qui serait peut-être un choix un peu plus beige si Lindstrom et Demidov sont disponibles. Mais ça reste dans la palette du CH pareil, tu sais. Un joueur bon sur 200 pieds. C'est ça qui fait peur, c'est que c'est dans la palette du CH. Puis tu sais, moi, Elenius, je l'aime beaucoup, là, mais on s'entend qu'il n'est pas dans la même catégorie que quelques-uns que j'ai nommés. Là. Ah non, c'est Mais pour ça. vrai, Exact. moi, two-way, par exemple, je veux juste que. Je veux faire attention, là, parce que two-way, des fois, les gens ils pensent que à cause de tes two-way, tu t'en vas gagner le Selkie. Là. Tu sais, Demidov, il est bon là, défensivement. Il est quand même engagé dans sa zone, qui a de faire la job, mais ça va pas, ça va pas gagner le Selkie. Là. Tu sais, c'est pas de la tchouk, là. Elle est pas retrouver la réincarnation de Pavel Datsyuk. Mais il est bon, mais tu sais, défensivement,
il est polyvalent quand même, là, puis il fait sa job, là, mais c'est juste que c'est ça. Il faut faire des fois juste attention. Là. Exact. Euh, je regarde en même temps s'il y a des questions qui sont rentrées. Euh, Alright. Dernière question. On va y aller avec. C'était une question, je crois que c'était Danny qui avait posé ça. C'était un membre Patreon. Non, c'est pas vrai, c'était Cédric. On te salue, Cédric. C'était par rapport à Yakemchuk. Carter Yakemchuk. Est-ce que c'est le Maverick l'amoureux Logan Mailloux de 2024, c'est-à-dire un grand et gros défenseur physique, bon lancé, mais nébuleux nouveau IQ et dans sa zone? Est-ce que tu es d'accord avec cette comparaison-là? Ben, en fait, pas nécessairement la comparaison un pour un. C'est vrai que c'était un peu nébuleux du côté IQ, comme puis on en a déjà parlé un peu, mais moi je trouve que, comme je le mentionnais, je trouve que c'est dans sa zone, je trouve que ça s'est mieux passé dans les derniers en tout cas les matchs que moi j'ai regardés. Fait que la comparaison, je la comprends, puis elle est quand même pas mauvaise. Juste que j'irais peut-être juste pour le tier en haut, mettons. Fait qu'il faudrait trouver un l'amoureux Mailloux, mais juste un petit peu une meilleure coche, là, mettons. Fait que ça, là, tu sais, de mémoire comme ça, là, ça me vient pas tout de suite, là, mais c'est ça. Moi, c'est un peu ce que je vois de lui en ce moment, c'est que c'est s'il progresse quand même du côté défensif, s'il progresse du côté justement les couvertures puis tout ça, euh, comme qu'on a vu justement dernièrement, j'ai l'impression que peut-être c'est ça, c'est le niveau supérieur. C'est ce qui fait en sorte aussi que, tu sais, comme mettons l'amoureux puis Mayu, moi de mon œil, c'était des gars que j'avais en deuxième ronde. Puis moi, Yakemchuk, c'est ça, tu sais, je l'ai proche du top 10. Fait que déjà en partant, on n'est pas dans la même. Plus offensif aussi, moi personnellement, je trouve Yakemchuk, là, surtout comparativement à l'amoureux. Là. Je trouve que Yakemchuk est de loin supérieur à l'amoureux offensivement. Mayu, ce qu'on voit en ce moment dans la AHL, c'est une belle attaque, là, c'est une belle progression offensive, ça va super bien. Ben, c'est sa qualité principale, je trouve. Là, tu Ouais, sais, exact. Son je lancer. pense que c'est ça, son offensive est peut-être supérieure à Yakemchuk, à mon sens, parce qu'il y a un tir élite et tout, mais tu sais, Yakemchuk, c'est une grosse brute. Ce que l'amoureux et Mayu ne sont pas. Tu sais, oui, ils sont capables de donner sur le plan physique. Ils vont être. L'amoureux, non, mais Mayu a jeté les gants dans la Ligue américaine. C'est arrivé. Tu sais, il est capable de le faire. Ouais. C'est pas un pugiliste, mais il est capable. Euh, mais Yakemchuk, il y a vraiment ce côté brut que tu vois pas dans les deux autres défenseurs. Fait que c'est vraiment au niveau de ça, moi je trouve que la différence se trouve un petit peu plus. Là. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, pour moi, il faudrait juste trouver la coche en haut de ces deux-là. Mais la comparaison, je trouve qu'elle est quand même. Je crois que je vois où est-ce que tu veux en venir, où est-ce que la personne veut en venir avec ça, parce que c'est quand même. C'est quand même une association qui se fait, là. Mettons dans nos têtes, là, tu sais, on est capable de faire l'association entre ces joueurs-là, puis Yakemchuk, là. Tu sais, moi, Mayu, à son année repêchage, je l'avais même pas classé. Fait que tu sais, c'est dur un peu de me ramener à son année repêchage puis voir le profil. Fait que tu sais, je me fie un peu plus au profil à Mayu actuellement, que je vois beaucoup plus jouer à cause du Rocket et tout. Là. Euh, mais c'est ça, Moi, c'est j'avais vu vraiment. en hockey Ethan, là. Fait que c'est Ouais, dur à mais évaluer aussi, là. moi, j'ai regardé 2 matchs en hockey Ethan, puis j'avais abandonné. C'était Ouais. épouvantable. Premièrement, il jouait mal. Puis deuxièmement, la ligue. Tu sais, je connais pas la ligue. Je connais Semi-pro, les là. images étaient épouvantables. Le calibre était pourri. Puis en plus, il jouait pas bien. Fait que là, ah non, j'ai cancellé ça. Tu sais, je l'ai même pas scouté. Puis c'est même pas à cause de l'histoire qui était sortie à son année repêchage. C'est parce que le hockey Ethan, là, tu veux, tu veux Ouais, pas vraiment scouter des gars là-dedans. Là. ouais, c'est pas évident. Alright, hey Simon, un énorme merci de t'être présenté à 5 minutes d'intervalle pour remplacer Pascal.
C'était vraiment plaisant de parler prospect avec toi. Euh, on peut te suivre sur Twitter, on peut te suivre avec la presse canadienne pour ta couverture notamment du Rocket et de tous les sports que tu couvres Le au sein de CF, de là. la... Ouais, le CF de CF qui va Montréal, recommencer bientôt. bientôt. Ouais. Mais le Rocket, surtout, ça va bien. Là. Nous, on split ça avec mon collègue Michel. Fait que là, moi, j'y vais la semaine prochaine. Je couvre le match de samedi à distance. Ensuite de ça, j'y vais pour 2 matchs la semaine prochaine. Fait que, ouais, on s'alterne comme ça. Pas mal de fun. Puis, ce qu'on nous a dit de nos patrons, là, de notre patron, c'est que ça pognait beaucoup. Les textes étaient lus, que c'était. Ça tombe bien, le Rocket joue bien aussi, fait que c'est plaisant pour nous. C'est plaisant pour l'équipe, c'est plaisant pour les partisans qui veulent, sont assoiffés un peu de nouvelles puis d'histoires concernant cette équipe-là. Fait que c'est exactement la main dans la main, là, comme ça. Ben, Nous autres écoute, aussi, là, je je peux. croise Jess à toutes les fois aussi. Même toi, C'est on ça, s'est c'est vu ça. l'autre jour. C'est ça, j'allais dire, tu sais, je peux te confirmer que ce que ton boss te dit, ça se peut que ce soit vrai parce que nous aussi, on le voit cette année qu'il y a un engouement pour le Rocket avec tous les prospects qu'il y a là. Tu sais, nos textes sont plus lus que l'année passée. Puis tu sais, Jess fait une bonne job aussi. Fait que, non, tu sais, c'est ça. Il y a un engouement, puis c'est le fun, tu sais, à Montréal, c'est un petit peu plus décevant. On comprend le principe de reconstruction, mais tu sais, quand on regarde l'alignement de Laval, tu sais, c'est des prospects qu'on suit depuis longtemps. Fait que c'est ça. Je pense que l'engouement est là, puis c'est ça. C'est le fun de participer à ça, autant de ton côté que de notre côté, là, tu sais. Ouais, absolument. Alright, donc merci beaucoup à ceux qui étaient présents pour le live. On se revoit dans un prochain épisode. On va espérer que Pascal n'ait pas d'imprévu ce coup-là. Qu'on n'ait pas à aller chercher en relève dans l'enclos à 5 minutes. Mais alors, c'est une situation complètement comprenable. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Puis on se revoit dans un prochain épisode.